Le ministère des Outre-mer projette de vendre les SIDOM à la Société nationale immobilière. La Simco est donc en ligne de mire. À quoi ressemblera le nouveau conseil d'administration après le rachat, à suivre dans ce journal. Comment vivre sa sexualité de manière épanouie et sans risque. Ce lundi 27 novembre, les centres de protection maternelle et infantile ont ouvert leurs portes au public pour tenter de répondre à cette question. Enfin, comment préparer un défilé de mode ou encore les rouages d'une coupe intuitive. Le numéro 3 de la ligne de vêtements Dior Homme est allé à la rencontre des élèves de la filière couture du lycée Melchior Garé. Le reportage est à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane. Vous savez maintenant que vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook et également sur votre bouquet orange. Je vous le disais en titre, le ministère des Outre-mer projette de vendre les sociétés immobilières d'Outre-mer, les SIDOM, à la Société nationale immobilière SNI. Les 20 millions d'euros de cette vente seront dédiés à gonfler l'enveloppe de la ligne budgétaire unique qui répond aux besoins du logement social. 20 millions d'euros, c'est presque 10% de la ligne budgétaire consacrée aux logements sociaux. En Guyane, le conseil d'administration de la Simco se rassemblera demain pour statuer sur la question. À quoi ressemblera le nouveau conseil d'administration après le rachat par la Société nationale immobilière? Élément de réponse avec Gaël Wassim et Karine Alcide. Journée cruciale pour la société immobilière de Kourou, la Simco, réunie en conseil d'administration demain matin. Les membres devront se prononcer sur l'arrivée ou pas de la Société nationale immobilière, la SNI, parmi les actionnaires. Une volonté de l'État qui souhaite passer la main en matière de logement. La SNI devra récupérer des parts aujourd'hui détenues par le Centre national d'études spatiales et l'Agence française de développement au nom de l'État. Aujourd'hui, le CNES et la mairie de Kourou sont les deux actionnaires majoritaires avec 40% des parts. Mais à l'issue de cette opération, la Société nationale immobilière détiendra 34% du capital de la Simco. La mairie de Kourou deviendra l'unique actionnaire majoritaire pour le moment, car en coulisses, d'aucuns craignent que l'État poursuive son opération de cession à la SNI dans les 2 années à venir. Avec les 14% qui restent au CNES et les 4,14% à l'État, la SNI peut facilement prendre la main sur Kourou. Pour mémoire, les salariés de la Simco sont réfractaires à cette vente qu'ils qualifient dans une lettre, je cite, « offre hostile et obscure ». Les salariés ont obtenu le soutien des élus guyanais qui voudraient que cette cession ne se fasse pas, bien qu'il y ait peu de chances de voir arrêter cette transaction. Tous seront fixés dès demain matin. Comment vivre sa sexualité de manière épanouie et sans risque ni pour soi ni pour les autres. Ce lundi 27 novembre, les centres de protection maternelle et infantile ont ouvert leurs portes au public pour la 3e édition. Ils ont répondu aux inquiétudes de chacun sur la vie intime. Regardez le reportage de Pierre Tréfou. Pour cette 3e édition des portes ouvertes des centres de protection maternelle et infantile, tous les centres de Guyane ont ouvert leurs portes au public aujourd'hui. Le plus utilisé... beaucoup la pilule. Après vous avez l'implant qui est aussi beaucoup utilisé, puis vous avez la piqûre aussi. Alors lequel est le plus utilisé? Je pense que c'est la pilule. Cette année, le thème de la manifestation s'articule autour d'une sexualité épanouie et sans risque. Le service de protection maternelle et infantile, ou PMI, assure la protection sanitaire de la mère et de l'enfant, mais organise aussi des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans. Pour les portes ouvertes, des ateliers de sensibilisation étaient proposés aux collégiens et lycéens. Ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas en violant l'intimité, parce qu'en prenant le portable de quelqu'un, en fouillant le portable, de la même manière, vous allez sentir, si on fait ça vous sentirez mal à l'aise. Vous n'allez pas apprécier pour fouiller vos affaires, pour savoir votre intimité. Alors, est-ce qu'il faut faire ça pour les autres, sous prétexte que vous voulez avoir une réponse? Le respect, on se respecte soi, mais on respecte les autres. On respecte l'intimité de l'autre. La fin ne justifie pas les moyens. C'est vraiment pour sensibiliser les jeunes, mais aussi les moins jeunes, les parents, en fait, pour qu'ils puissent avoir un échange, pour vraiment que, en fait, qu'il y ait la notion de respect. Parce que à la PMI, c'est vrai qu'on parle de la prévention, mais il est important aussi de développer au sein de la famille des valeurs, justement, pour pouvoir protéger et inculquer certaines choses pour justement prévenir ce genre de situation-là. L'objectif de cet événement est de découvrir les services proposés par la collectivité territoriale pour les familles.
Le coworking, il est né du besoin d'échange de la communauté grandissante des indépendants. La commune de Cayenne n'échappe pas à cette nouvelle vague. Les porteurs de projets associatifs et entrepreneurs ont désormais un espace qui leur est dédié entièrement à la Maison des initiatives locales. Le maire de Cayenne a inauguré ce site cet après-midi. Marie-Laure Finera-Hort était au micro de Pierre Tréfou. Aujourd'hui, je suis très heureuse en tant que maire de la ville de Cayenne d'inaugurer cette maison des initiatives locales qu'on appelle la MIL et qui sera à la disposition de tous les chefs de projet, tous les porteurs de projets qui voudront s'implanter en tout cas à Cayenne. Et c'est un bonheur pour moi parce que je dis que c'est bien de rénover les quartiers, mais c'est bien aussi d'amener de l'activité économique, de l'activité associative. C'est vrai que on a une population qui a quand même 50% de jeunes de moins de 25 ans. Moi, je les encourage parce que c'est trop facile de venir chercher, de demander un emploi dans une collectivité alors que ils sont en capacité de créer leur entreprise. Et puis non, il y a des personnes aussi qui ont perdu leur emploi, qui peuvent se reconvertir, créer leur société. Et bien ce dispositif est là pour eux. Il y a une chargée de mission qui est à leur disposition pour les orienter, les accompagner. Parce que je dis qu'en Guyane aujourd'hui, nous devons être en capacité d'encourager des créations d'entreprises. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons implanté, vous voyez bien, dans ce quartier, le secteur 3 du PDRU, pour que les jeunes puissent investir ce lieu. À la grande déception des Guyanais, Miss France 2017 n'a pas intégré le top 16 de la 66e édition de Miss Univers. C'est Miss Afrique du Sud, Demi Leg Nell Peters, qui a été sacrée Miss Univers 2017. Gaël Wassim est partie recueillir l'ambiance au Palmiste au moment de la diffusion en direct de Las Vegas. Regardez. On s'est réunis pour assister à l'élection de Miss Univers où Alicia Eliès, Miss Guyane, Miss France nous représente. Donc on est là pour la soutenir et on espère un podium. Très déçu, on pensait au moins dans le top 16. Donc là effectivement on est un peu abattu, mais bon, on va sur le reste de l'élection. Alors, poursuivons ce journal avec la première édition des Journées Prestige de la Beautiful Box, un événement de mode professionnel organisé par l'association du même nom. Pour cette première édition, le numéro 3 de la ligne de vêtements Dior Homme est allé à la rencontre des élèves de la filière couture du lycée professionnel Melchior Garé. Comment préparer un défilé de mode ou encore les rouages d'une coupe intuitive. Un reportage signé Jonathan Lariot. Les yeux fixés sur l'écran, les élèves de l'option couture du lycée Melchior Garé et de Mana assistent sans voix à un défilé de haute couture de la marque Dior. Les mannequins sont tous habillés par de grands stylistes avec des robes conçues par les meilleurs couturiers. C'est le cas de Paco Marie Alfonsine. Ce Martiniquais est aujourd'hui un des grands de la haute couture mondiale, une vedette pour ses futurs couturiers et couturières. Ça m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup inspiré en tout cas. Comme il a dit, on peut rêver et moi je rêve d'aller aussi loin que lui. J'aime créer mes propres vêtements, j'aime quand je marche dans la rue, mes vêtements sont uniques. Donc je me suis dit que si je veux avoir des vêtements uniques, mieux vaut que je me les couture moi-même. Notre Guyane, elle a beaucoup de richesses par rapport au métier de la mode. On peut faire beaucoup de choses, nous, les futures couturières et couturiers. Présent dans le cadre des journées prestige de la Beautiful Box, face aux élèves, Paco Marie Alfonsine explique la rigueur du métier de couturier. Parmi l'assemblée, une question persiste, celle de savoir comment il a pu en arriver là. Mais pour le couturier, pour arriver à ce niveau, il n'y a pas de chemin tout tracé. Je ne suis pas sûr qu'on puisse présenter le fait de travailler dans une grande maison comme un objectif en soi. Parce qu'on existe avant la grande maison de couture
sans la grande maison de couture. Et si un jour on y travaille, on ne fait qu'y passer. Donc je ne mettrai jamais des fantasmes ou des étoiles dans les yeux de jeunes en leur disant vous réussirez le jour où vous serez arrivé dans une grande maison de couture. Par contre, je suis très attaché à cet équilibre individuel que chaque individu doit avoir dans sa capacité de rêver, dans sa capacité de développer sa vision du monde pour qu'il puisse apporter ce qu'il peut de beau. Plusieurs autres interventions sont prévues durant la semaine. Paco n'en est pas à son dernier rendez-vous. Mais pour les lycéens, c'est les yeux pleins de rêves qu'ils repartent pour continuer leur semaine de cours. Patrice Marie-Alphonsine est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir, très honoré d'être invité parmi vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est votre fonction exacte au sein de Dior ? Je suis responsable du bureau d'études modélisme. Mon travail consiste à réaliser tous les prototypes de collection qui sont dessinés par le directeur artistique, actuellement M. Chris Van Asch chez Dior Homme. Ce qui fait de vous le numéro 3 dans l'ordre hiérarchique du coup C'est un peu plus compliqué que ça, oui, parce qu'il y a beaucoup de ramifications, beaucoup de... Mais en dessous de M. Chris Van Asch et de sa directrice de collection, je suis chargé de garantir la qualité du produit, son standing, sa finition, ses solutions techniques, technologiques aussi, pour que le client en boutique puisse avoir le produit parfait auquel il aspire. Alors, vous l'avez dit dans le reportage, travailler à Dior, ce n'est pas une fin en soi, mais comment est-ce que vous avez fait de Martinique, votre parcours jusqu'à cette maison, la plus grande sans doute du monde de haute couture? Ce serait vous mentir que vous dire que j'ai fait d'une certaine façon pour arriver chez Dior ou pour arriver chez Yves Saint Laurent, chez qui j'ai travaillé avant Christian Dior. Ça n'est pas un objectif, c'est un concours de circonstances qui fait que on est remarqué ou qu'on a l'opportunité de... Par contre, le lien constant que je souhaite mettre en évidence là-dessus, c'est que quelqu'un qui fait un travail soigné développe une très bonne réputation et sa réputation le précède. On ne sait jamais aux oreilles de qui cette réputation va résonner et où qu'on soit, et moi en l'occurrence je viens d'un petit quartier qui s'appelle Pointe-Savane, un endroit où il n'habitait personne il y a 40 ans, et au Robert, à la rue Schellcher, où ma mère avait ensuite une petite boutique de prêt-à-porter, ma mère à qui je rends hommage parce que c'est elle qui m'a transmis ce métier, ce goût de la finition, du travail bien fait, et qui m'a structuré dans mon développement personnel et professionnel. Ma mère avait cette petite boutique où j'ai appris la couture et je me projetais de façon très modeste de travailler avec elle et de récupérer sa petite affaire et de continuer en tant que couturier de quartier peut-être dans les rues du Robert. Et vous ne saviez pas que vous seriez arrivé aussi loin non, à cette époque? Vous vous imaginiez quand même? Non vous seulement... avez l'air d'être très modeste sur la question, mais c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose, oui, mais c'est parce que je suis modeste sur la question que j'ai eu accès à ça. Je pense que quand on a une forme de prétention et d'ambition mal placée, oui, on devient très très vite insupportable et imbuvable finalement, et indigne du privilège. Ce qui fait que je me sens bien dans le travail que j'occupe et que j'effectue chez Christian Dior, c'est que j'étais déjà bien avant. Je suis bien pendant et après, je serai toujours bien parce que je n'ai pas oublié que je suis un Martiniquais qui vient de ce petit endroit magnifique qui s'appelle Pointe-Savane. Et donc pour les jeunes qui m'écoutent, qui m'observent et qui apprécient peut-être ma trajectoire, ce que je leur dis, c'est que c'est en étant heureux maintenant, équilibrés dans ce qu'ils font, soigneux de ce qu'ils font, conscients de leur identité, conscients de leur culture, en développant leur propre intelligence de la qualité de leur travail, qu'ils existent. Ensuite, les circonstances de la vie font qu'ils peuvent faire valoir leur travail auprès d'un grand ou d'un moins grand. Et ce n'est pas ça qui est important, c'est d'être content de son travail, parce que quand on se couche le soir, on sait qu'on a l'esprit tranquille et fier de ce qu'on a accompli dans la journée, que ce soit pour un Christian Dior ou pour une autre marque moins connue. Ou que ce soit pour la maison de couture du village,
pareil. Absolument. Il faut être rigoureux partout. Alors demain, vous animez un atelier sur la coupe intuitive. De quoi s'agit-il? Alors, dans mon rêve, puisqu'on a parlé de rêve dans le reportage, je me demande toujours comment peut-on rendre la vie plus belle. J'ai une équipe qui travaille très très dur à faire un métier qui est très éprouvant et mon souci constant, c'est de faire en sorte que chacun de ses membres arrive avec le sourire au travail le matin, parce qu'on ne sait jamais quelle charge on aura à porter dans la journée, jusqu'à quelle heure on aura à la porter. Et j'ai beaucoup développé de recherches sur d'autres façons de travailler pour que nous ne restions pas enfermés par des méthodes qui étaient peut-être justes hier, mais qui aujourd'hui ne correspondent plus à la réalité. Donc, je rejette les archaïsmes, je rejette le traditionnalisme, je rejette tout ce qui peut nous enfermer, nous empêcher d'accepter la vie telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et dans ce désir de nous adapter aux choses, eh bien, on crée de nouvelles voies. Et parmi ces nouvelles voies, il y a de nouvelles façons de concevoir des patronages, de concevoir des volumes de vêtements, sans forcément réappliquer des méthodes qui avaient du sens avant, qui avaient beaucoup de valeur avant, mais qui aujourd'hui ne correspondent plus à la réalité de nos vies. Et je vais transmettre ça aux jeunes, et pour qu'ils puissent se rendre compte qu'eux aussi pourront inventer une autre méthode de travail après-demain, parce que moi je serai passé, et puis que ce sera à leur tour d'innover. Alors vous, votre spécialité, c'est les tenues pour hommes. À une certaine époque, il y avait des petites poches sur le côté pour mettre les montres. Est-ce qu'un jour, on va avoir des petites poches pour mettre les smartphones, les tablettes? Est-ce que c'est des choses auxquelles on réfléchit quand on est couturier? Il y en a déjà, oui, il y en a déjà. Il y a toute une gamme de maroquinerie qui a changé, qui a évolué et qui s'est adaptée à la nouvelle technologie pour des tablettes, pour des smartphones, pour des équipements technologiques divers. Mais alors déjà, pour l'instant, depuis 17 ans, je travaille dans l'homme, mais avant ça, j'ai travaillé pour la haute couture femme. Et c'est l'ouverture d'esprit sur l'habillement, sur l'identité humaine, et non pas sur la spéculation de la mode, de la tendance, de la fashion victime, comme on dit, qui est intéressante. Le temps que j'ai passé à étudier le vêtement dans l'histoire, de l'Antiquité à nos jours, en tant que costumier du spectacle d'abord, et ensuite comme modéliste dans la mode, m'a permis d'aborder ces choses-là de façon plus simple, moins spéculative. Et donc du coup, le principal, c'est de rendre quelqu'un beau dans un vêtement qui lui va, qui correspond à son identité, sa culture, etc. Après, le petit détail de la poche, gousset, etc., ou pour le smartphone, eh bien, ça n'est qu'une question de tendance, de dynamique actuelle. Aujourd'hui, pourquoi pas, demain, ce sera autre chose. Patrice Marie-Alphonsine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu dans le cadre de la première édition des Journées Prestige du Beautiful Bag, c'est ça? Beautiful Box. Beautiful Box. Je profite, si vous permettez, oui, rendre un hommage vibrant à une très grande dame dont j'ai fait la connaissance récemment, qui s'appelle Carla O'Reilly. Qui est l'organisatrice de cet événement. Absolument, qui a une vision valorisante des ressources créatives du pays, de la Guyane, des jeunes, pour les encourager et les accompagner à déployer sainement et de façon constructive leur vision de la mode, de l'habillement. Et je lui rends hommage parce que le travail qu'elle fait est non seulement honnête, mais de très grande qualité. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons ce journal dans le reste de l'actualité avec les pêcheurs martiniquais hyper connectés. Il existe désormais une application mobile pour permettre aux consommateurs de trouver du poisson frais en temps réel. Regardez le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Le téléphone mobile, nouvel outil indispensable des marins pêcheurs. Poisson Martinique, c'est le nom de la nouvelle application développée par le comité des pêches. Disponible sur le Play Store d'Android, ce nouvel outil devrait permettre aux pêcheurs inscrits de faire savoir à leur clientèle quel type de poisson a été pêché et dans quelle zone. Un progrès dans la commercialisation selon le comité. C'est pour savoir tout instant où il y a un pêcheur qui vend du poisson et vous êtes sûr de la traçabilité des gens qui sont enregistrés sur Poisson Martinique. L'idée, à mon avis, elle est attendue.
Parce que beaucoup de personnes nous appellent des fois au comité nous demandant où il y a un pêcheur qui vend du marlin, où il y a un pêcheur qui vend du thon. Alors aujourd'hui, c'est simple, hein. Le consommateur n'a qu'à appeler sur Poisson Martinique, il verra où il y a un pêcheur qui propose sa production, tout simplement. Si l'application est gratuite pour le grand public, les pêcheurs devront s'acquitter la première année d'une somme de 60 € pour s'inscrire. Ceux qui le souhaitent pourront recevoir une courte formation à l'application, car si les plus jeunes devraient s'en sortir sans souci, certains sont moins à l'aise avec les smartphones et vont devoir s'y mettre. Si des améliorations sont à prévoir, tous saluent néanmoins la démarche. Pour la vente, il faut qu'on soit mieux équipé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que pendant qu'on vend, on est sur le portable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des endroits bien précis, des endroits où il n'y a pas d'eau, puisque c'est vrai, c'est une bonne chose pour la nouvelle génération, mais il y a encore d'autres travail à faire. Moi, j'avais déjà commencé à ma façon, moi, j'envoyais déjà mes SMS et tout. Et là maintenant il y a l'application, donc là c'est plus intéressant, donc en gros le client là maintenant peut savoir où il y a du poisson, donc ça nous permettra de liquider plus facilement tout ce qu'on a pris en fait, toutes nos pêches, que ce soit marlin, thon, bourse, etc. C'est une très bonne chose à condition que les pêcheurs s'y mettent. 60 € pour l'année, pour démarrer ça il fallait mettre ça au moins 30 €. Pour l'heure il s'agit d'une première version qui ne permet pas par exemple d'effectuer des achats en ligne, et qui n'est pas disponible sur l'Apple Store. Mais l'outil devrait être amélioré par le comité régional des pêches d'après les observations des clients et des marins pêcheurs. Pour toute une profession, la modernisation se poursuit. Restant dans le domaine numérique, à Petit-Bourg, en Guadeloupe, 2 écoles élémentaires ont été dotées d'une connexion Wi-Fi. Il s'agit de l'école de la Lézarde et celle de Daubin. C'est la première livraison de programmes d'équipement numérique qui concerne 12 établissements de la ville. Près de 110 000 € ont été investis pour faire passer les écoles de Petit-Bourg à l'ère numérique. Reportage d'Yvan Lemar. Cette valise numérique est composée de 15 tablettes et casques audio, un ordinateur, un vidéoprojecteur, un tableau interactif. Elle est équipée d'un routeur Wi-Fi. Parmi les tablettes, une est dédiée au professeur pour une meilleure gestion de la classe. Le professeur peut à tout moment contrôler ce qui se passe dans sa classe, animer l'acte d'apprentissage. Il peut aussi mettre sa classe en groupe de besoins. Donc il a des enfants qui peuvent travailler en autonomie, qui peuvent travailler, s'auto-évaluer. Il peut aussi, entre-temps, travailler avec des élèves pour une autre façon, une autre modalité de prise en charge des élèves. Donc sur un même temps pédagogique, l'enseignant peut alterner les modalités de prise en charge. Il y a une gestion du temps, il y a une gestion de l'espace, il y a une gestion des contenus pédagogiques en conformité avec les programmes, d'où la valeur ajoutée de l'usage pédagogique des outils et moyens numériques. Chaque école de Petit-Bourg sera dotée d'une valise numérique. Elle pourra être utilisée par différentes classes à tour de rôle. Pour l'instant, c'est 110 000 € en termes d'équipement, l'achat des différentes tablettes. À cela, il faut ajouter les coûts de formation et aussi en termes d'organisation, puisque nos techniciens ont été formés sur ce matériel et vont pouvoir assister les enseignants, les écoles. Mais ce que nous allons faire sur Petit-Bourg, nous allons faire en sorte qu'une classe soit une classe numérique. Ce qui voudrait dire que les enfants vont travailler uniquement avec des tablettes. Donc il y aura une classe pilote pour voir quels sont les résultats, comment, après cette expérimentation, comment faire pour l'ensemble de la ville. Donc ce sont vraiment cette volonté de développement numérique. Après les écoles de Daubin et de la Lézarde aujourd'hui, l'ensemble des écoles de Petit-Bourg devrait être équipées de valises numériques d'ici décembre 2018. Refermons ce journal avec un mot de basket. La Gauloise de la Martinique a remporté le match face à Sinnamary. La phase finale de la Coupe de France de basket de la zone Guimargois a eu lieu ce week-end au Proc de Matoury. Récit du match dans ce reportage de Stéphane Govanin. Les joueuses de Xavier Briquet craquent et manquent le coche face à la Gauloise de la Martinique. Les Martiniquaises ont pris le match à leur compte et maintenu la pression jusqu'au coup de sifflet final. C'est vrai qu'on est en début de saison, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. C'est la première à la Coupe de France, donc voilà, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce type d'intensité, mais en même temps c'est quelque chose de bon. Ça nous permettra de rebondir, de travailler différemment. Franchement, c'est un gros challenge aujourd'hui. On est venu avec exactement la même équipe que l'année dernière, avec un renfort au niveau de l'intérieur. On savait que ça allait être dur ce soir. Il fallait qu'on le gagne et aujourd'hui vraiment on a remonté le défi et ça c'est génial.
On est vraiment contente, on savait que physiquement il fallait tout donner. Je pense qu'on a tout donné aujourd'hui et franchement c'est bien. Je suis contente aujourd'hui pour l'équipe, surtout qu'on a nos 2 meneuses qui sont absentes, donc on va dire un challenge supplémentaire. On l'a remonté et cette victoire elle est vraiment pour ces deux joueuses qui ne sont pas là aujourd'hui. Les joueurs de l'ASC Tours étaient plus forts hier soir, victoire 72-61. Ils ont su faire preuve de maturité face à une équipe du Golden Lion qui n'était pourtant pas venue faire de la figuration, mais l'envie de gagner des Trinitéens n'a pas suffi. Disons qu'on a eu une entame de match un peu difficile, on a eu un nombre incalculable de pertes de balles, de l'instant fait raté également en nombre, ce que ça nous a mis un petit peu en difficulté. Bon, on a essayé de changer les choses sous la fin. Ça a marché quand même, on a pu remonter quand même une bonne partie puisqu'on était amené à plus de 20 points. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. Bon, mais bravo pour eux et puis bon, à nous de continuer à travailler. Donc on savait que ça n'aurait pas été facile. On les a rencontrés aux Antilles-Guyane, on savait comment ça jouait, on les a beaucoup étudiés. Donc par rapport à ça, on a mis quelque chose en place et on a maintenu le rythme, l'agressivité. Fallait pas baisser le rythme défensif et on a réussi à le faire en tout cas. L'ASC Tours fait un bon match dans l'ensemble avec une équipe qui s'est rajeunie, une équipe qui a su imposer son rythme de jeu et dominer son adversaire. La Tour gagne avec 11 points d'écart. La prochaine étape sera face à l'équipe de Déo en Guadeloupe. On va essayer de faire de notre mieux, on va essayer de passer parce que l'année dernière on perd devant Déo de 2 points. Mais cette année on a une équipe jeune, fougueuse et qui a de la qualité en fait. On était apte ce soir, donc je ne vois pas pourquoi on ne sera pas apte aux Antilles, au Guadeloupe. On ira pour bien défendre la Guyane, bien défendre nos couleurs. On a envie de faire quelque chose là-bas. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle les principaux titres de votre journal. Le ministère des Outre-mer projette de vendre les SIDOM à la Société Nationale Immobilière. La Simco est donc en ligne de mire. À quoi ressemblera le nouveau conseil d'administration après le rachat? Nous en parlions dans ce journal. Comment vivre sa sexualité de manière épanouie et sans risque? Ce lundi 27 novembre, le Centre de protection maternelle et infantile ont ouvert leurs portes au public pour tenter de répondre à cette question. Enfin, comment préparer un défilé de mode ou encore les rouages d'une coupe intuitive? Le numéro 3 de la ligne de vêtements Dior Homme est allé à la rencontre des élèves de la filière couture du lycée professionnel Melchior Garrier. Le couturier était également notre invité ce soir. Merci de nous avoir suivis. Prochain point d'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de nos programmes.